Voilà tout pour les titres, madame, messieurs, bienvenue à tous. La rupture s'affiche au grand jour entre les deux leaders de la branche militaire du M23, Sultani Makenga et Bosco Taganda. Chaque camp contre désormais son territoire dans le Rutshuru. Dimanche dernier à Rutshuru, les militaires des deux groupes se sont affrontés. Bilan, une dizaine de morts. Les détails avec notre correspondant Martial Bendelo. Après la consommation de ce divorce, le groupe proche à Sultani Makenga a renforcé sa présence à Bunagana et sur les collines stratégiques de Runyoni. Objectif, maîtriser la situation en neutralisant le camp adverse. De leur côté, les protégés de Bosco Taganda avec à la tête Baudouin Garoudier contrôlent de main de fer les cités de Rutshuru Centre et de Kiwanja. Les deux parties s'apprêtent pour les affrontements qui s'annoncent violents, signalent les sources locales. Ces références aux dernières pertes en vie humaine enregistrées dans les rangs de la population civile lors des affrontements qui ont opposé les deux parties dimanche soir à Rutshuru Centre. La MONUSCO s'inquiète de cette situation. Monsieur Alex Keval, chef de bureau intérimaire de la MONUSCO en province Nord Kivu, en a fait part à l'autorité provinciale lundi à Goma, première victime potentielle de ce centre armé du 23 dans la province. La jeunesse du territoire de Rutshuru qui déplore cette nouvelle forme de sécurité. Monsieur Sinzaera Wolf, président de la jeunesse du territoire de Rutshuru, l'a déclaré au cours de son point de presse tenu le même lundi à Goma. Contrairement au montage de 2023, M. Sinzaera a démenti toute attaque menée par les FDLR à Rutshuru Centre contre les rebelles du mouvement du 23 mars. Il en a profité pour renouveler la confiance de la jeunesse de Rutshuru à l'autorité provinciale du Nord Kivu, ainsi qu'à toutes les institutions de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au président de la République, avant de prédire le déclin du M23. Par ailleurs, les mêmes sources annoncent qu'une médiation serait engagée par leurs parents du Rwanda pour calmer cette tension entre les post-Taganda et les proches de Makenga. Martial Bendelo, Goma, et les 50. L'actualité reste également dominée par la signature de l'accord cadre de paix dimanche à Addis Abeba. Ban Ki-moon salue donc cet acte et souhaite que l'accord débouche sur une période de paix et de stabilité en RDC. Sur terrain au Nord Kivu, la société civile appelle, elle, au respect de cet accord de paix d'Addis Abeba qui propose le déploiement d'une force neutre internationale. Mathieu Kamango revient ici sur les grands moments de cette signature. Cet accord apporterait une solution à la crise dans le Nord Kivu et propose le déploiement d'une force neutre internationale en RDC. Une cérémonie en présence du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon qui a souhaité que l'accord débouche sur une période de paix et de stabilité en RDC. Alors que l'opposition émet certaines réserves, la famille politique du président Joseph Kabila se réjouit de cet accord qui, selon elle, engage les pays voisins à soutenir le retour de la paix en RDC. Telle est la détermination même du président de la République, Joseph Kabila. Je vois dans la signature que nous venons d'apposer la volonté de mettre fin à cette déplorable situation. Je vois aussi un engagement collectif d'écrire ensemble au niveau de la région et chacun à l'intérieur de nos pays respectifs, une nouvelle page de notre histoire. Une page autrement plus glorieuse que celle de 2 dernières décennies qui ont été marquées par des guerres à répétition, des violations massives de droits humains et la banalisation de la vie. Pour lui, il est temps, plus que temps, de garantir à sa population les droits à la vie et à la jouissance soutenue au bien-être le plus précieux qu'ils attendent de leurs dirigeants, à savoir la paix. Il est temps, plus que temps, que nous tournions définitivement le dos à cette logique de notre âge, fondée sur la loi de la force, plutôt que sur la force de la loi, qui confond vengeance et justice et qui autorise le plaignant à rendre des sentences dans sa propre cause et à les exécuter lui-même. Il est temps, plus que temps, que nous garantissons
à nos populations le droit à la vie et la jouissance soutenue du bien-être le plus précieux qu'ils attendent de leurs dirigeants, à savoir la paix. Signé par 11 États africains, cet accord est-il le dernier? Pour rappel, les troubles en RDC ont entraîné le déplacement des 475 000 personnes à l'intérieur des frontières et la fuite de plus de 75 000 personnes supplémentaires vers les pays voisins. Je vous l'annonçais au sommaire, un invité sur ce plateau pour décrypter l'actualité, Blaise Baïssé Bolamba. Il est cadre au sein de l'UNADEF. Bienvenue. Bonjour. Alors, croyez-vous à la fin de la crise avec cette signature? Oui, je suis de nature optimiste et je vois qu'on a fait des avancées significatives par rapport à la résolution des conflits à l'est du Congo. Alors, selon une certaine opinion, la signature de cet accord ouvrirait la voie au schéma tracé par les Nations Unies dans la crise en Yougoslavie et au Soudan, c'est-à-dire à la balkanisation. Êtes-vous de cet avis? Non, non, les contextes sont différents, les pays sont différents, les époques sont différentes. En RDC, il n'y a pas une population à l'intérieur, une frange de la population qui réclamerait la balkanisation du pays. Tandis qu'au Yougoslavie ou à l'ex-Soudan, il y avait des populations qui réclamaient justement cette autonomie, depuis des siècles d'ailleurs. C'est ça la différence. Au Congo, que l'on soit de l'Est, de l'Ouest, du Centre ou du Sud, tout le monde croit à l'unité, à l'intégrité territoriale. Imposer donc une balkanisation à une population qui est totalement unie n'est même pas envisagé par les Nations Unies. C'est pour cela que dans toutes les résolutions des Nations Unies, on insiste sur le respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Vous ne verrez jamais les résolutions prises par les Nations Unies qui n'ont fait pas mention. Et ici, à propos de l'accord qui vient d'être signé, un des premiers principes, un des premiers actes auxquels se sont engagés tous les chefs d'État, tous les signataires, et même les structures régionales, sous-régionales. J'ai cité la SADC, la communauté économique des pays de l'Afrique australe. Je cite la CIRGL, l'Union africaine, les conseils de sécurité. Tous ces pays, ainsi que les 11 autres pays qui ont signé, tous ont souscrit à l'engagement de respecter l'intégrité et la souveraineté du territoire national. Donc, il ne s'agira donc pas d'un pas vers des visées de balkanisation telles que visées par certains pays. Voilà, un autre sujet dans l'actualité, c'est la dissension qu'on apprend au sein du M23. Comment pensez-vous que le gouvernement congolais peut capitaliser cela? La première chose, c'est qu'il faut comprendre la logique rwandaise. Depuis les agressions de 98, c'est la même chose qui se répète. En 97-98, lorsque la rébellion RCD s'était déclenchée, 2 mois après, il y a eu une dissension au sein du RCD. Wamba Diawamba, à l'époque, qui en était le président, s'est désolidarisé de ses amis parce qu'il tenait, lui, à s'allier au gouvernement de Kinshasa et à aller vers l'unité et la réunification nationale. Ainsi, s'était créé 2 RCD, le RCD N, dit RCD Kisangani, et le RCD Goma qui était resté à Goma. Le RCD Goma était constitué principalement des noyaux durs sur lesquels se fondait l'action du Rwanda. Ainsi, ce n'est pas la première fois donc. Vous verrez aussi qu'à l'époque de Kunda, voilà, alors on voit des dissensions dans les différentes rébellions. Voilà, oui, maintenant justement, le gouvernement congolais, alors comment peut-il faire pour capitaliser justement cela? Bon, le gouvernement congolais est en train de beaucoup faire déjà. Le fait qu'il ait réussi à vider, à travers les pourparlers de Kampala, que le gouvernement congolais a vidé les prétextes d'une rébellion, participe justement à cet affaiblissement, à cette éducation politique du M23. Et justement, les pourparlers de Kampala avaient pour objectif d'éradiquer totalement les M23. Pour nous, on n'a même pas besoin que les M23 se disloquent en plusieurs morceaux. Pour nous et pour l'ensemble du gouvernement, je ne me permets pas de parler en l'air, non, mais j'ai participé aux négociations de Kampala. J'ai vu que pour nous, il s'agit plutôt d'aller vers l'éradication totale des groupes armés, dans le nord, principalement d'abord les M23. Voilà. Ils sont l'effacement politique. Oui, oui. Et si nous n'arrivons pas politiquement à l'effacer par le dialogue de Kampala,
la force dont on parle ici va le faire. Voilà, merci Blaise Baïssé Bolimba d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UNADEF. Je vous remercie, merci beaucoup aussi. Voilà. On va à présent en province orientale où le gouverneur Jean Bamanissa a présenté le projet de budget devant l'Assemblée provinciale qui s'élève à 100 milliards des francs congolais, environ 111 millions de dollars américains. Jean Bamanissa dit s'engager à restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Il ambitionne donc dans son programme de faciliter à la population l'accès aux services sociaux de base. Et pour le mettre en œuvre, le gouverneur dit compter sur les ressources propres et celles qui seront rétrocédées par le gouvernement central. Et au Kassai oriental, la route nationale numéro 2 bénéficie désormais de l'intervention de l'Office des routes. Il s'agit des endroits les plus délabrés, particulièrement le tronçon compris entre la ville de Mbuji-Mayi et la cité de Cabinda. Lundi, son directeur provincial a parcouru les 150 km à la découverte des points chauds. Pendant qu'elle assure les bons déroulements des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1, l'Office des routes Kassai oriental a en même temps amorcé les interventions urgentes sur les tronçons impraticables de la nationale numéro 2, compris entre la ville d'Mbuji-Mayi et la cité de Cabinda. À l'aide de son caméscope, directeur provincial de l'Office des routes Kassai oriental identifie tous les points chauds inquiétants. La plupart des points chauds sont supprimés. Donc nous attendons, si par exemple on envoie encore les fonds, c'est pour travailler les 35 km de Cabinda. Pas de Cabinda, les 35 km qui sont vraiment des kilomètres à problème. Hein. Les points chauds, c'est comme ici. Les ravins Jérusalem, une érosion répétée pour avoir englouti véhicules et causé plusieurs fois la perte en vies humaines. Le directeur provincial de l'Office des routes s'est rendu jusqu'à la cité de Cabinda, une cité complètement déchirée et menacée de toutes parts par plusieurs têtes d'érosion. Inquiétude du commissaire des districts. Le mouvement de la population, vous voyez, même pour accéder au marché, il y a des difficultés. Pour accéder à des quartiers comme Kamukungu, qui a 52 000 habitants, il y a des difficultés. Cela ne veut pas dire que la population dort sur ses lauriers. Sous notre encadrement, vous avez vu les travaux de Tita abattus par la population pour lutter contre le ravinement. Mais nous nous trouvons limités. Les interventions sur le point chaud, celles ne suffisent pas. La route nationale numéro 2, compris entre Mbuji-Mayi et Cabinda, nécessite les travaux de grandes envergures. L'Office des routes s'y emploie. Il faudra assez de moyens pour y arriver. Raison pour laquelle elle a même amorcé les travaux de réhabilitation de son bureau situé ici à Cabinda. Depuis la cité de Cabinda, Crispin, Chibinkoufwa, Télé 50. Retour à Kinshasa, le ministère de l'Environnement, en collaboration avec le Fonds mondial pour la nature, réfléchissent pour trouver des solutions face aux problèmes qui touchent à la déforestation et à l'émission des gaz à effet de serre sur l'environnement. Ils ont donc lancé officiellement ce mardi 26 février, avec l'appui de l'agence norvégienne, un atelier sur la finalisation du programme de réduction d'émissions ERPIN pour la future province de Maïndombe, comprenant les districts actuels du plateau et de Maïndombe. Je déclare ouvert les travaux de l'atelier sur la finalisation d'un programme de réduction d'émissions pour la future province de Maïndombe, comprenant les districts actuels de Plateau et de Maïndombe. C'est le ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme en personne qui a donné le go de ce vaste programme qui consiste aussi à la lutte contre la déforestation, comme l'indique bien cette banderole. Près de 13 millions de dollars seront délivrés par le programme d'investissement pour la forêt dans cette zone de Maïndombe, afin de concilier un meilleur développement local et la réduction des émissions liées à la dégradation des forêts. On a pris, disons, je peux dire, une province pilote dans laquelle on a décrit une espèce de méthodologie pour pouvoir réduire les émissions dans cette province. On soumet, disons, cette méthodologie à la critique, disons, publique. Mais le but ultime de cet atelier est de permettre aux différents experts, chacun dans son domaine, d'apporter son expertise et d'assister aussi techniquement les petits porteurs de projets dans cette zone du programme pour un meilleur développement de la République démocratique du Congo. Il s'agit de rémunérer les efforts que la République démocratique du Congo doit faire dans cette partie de Bandundu pour réduire le taux de déforestation, pour réduire le taux de dégradation, pour mener des actions de conservation des forêts, pour mener des actions de la gestion des forêts, pour mener des actions de boisement et de reboisement. Ce sont ces efforts-là qui seront rémunérés au travers du fonds carbone de la Banque mondiale.
À travers ces assises, l'ambition du gouvernement est d'étendre cette expérience aux autres provinces en vue de convertir en ressources effectives les potentialités que regorgent ces forêts et contribuer ainsi à l'amélioration des conditions socio-économiques de la population. Autre chose, la RDC a participé pour la toute première fois à la foire internationale du tourisme organisée au mois de février de chaque année à Madrid, en Espagne. La Chambre de commerce, le ministère de l'économie nationale et commerce ainsi que celui du tourisme ont capitalisé cette participation pour apporter un message d'espoir aux investisseurs espagnols et ceux venus d'ailleurs à travers la thématique intitulée « Investir en RDC, c'est possible ». Fabien Lumbala était dans la suite.